aux nouvelles règles de simulation de crise et le ministre Duclos fera le point sur le nouvel ensemble des terres publiques pour l'habitation. Okay, so I'd like to start by talking about the good news on inflation. Inflation was 2% in October. That means for the past 10 months, inflation in Canada has been within the Bank of Canada's target range. We also now know that wages have outpaced inflation in Canada for 21 months in a row, and 1.4 million people more are working in Canada today compared to before COVID. Earlier today, we had the third meeting of the Canada-US Cabinet Committee. We talked about three principal issues: the Canadian economy, the Canada-US economic relationships, and the border. On the Canadian economy, we talked about action that we need to continue to take to attract more investment, more capital, and more jobs to Canada in this changed and changing global economic environment and with the incoming Trump administration south of our border. On the Canada-US economic relationship, we talked about ongoing work members of the government are doing and measures that we will be continuing to take to align Canadian policy with that of the U.S. when it comes to China. And on the border, ministers talked about work that is happening to ensure our border is safe and secure, to ensure that Canadians control who comes to Canada and critically control who does not, and also to ensure that our southern neighbors can have the same sense of security when it comes to their border with us, and ministers talked about measures to ensure both of those things. Maintenant, concernant les annonces, premièrement, une annonce sur la financialisation du logement. Nous lançons aujourd'hui des consultations sur les restrictions de l'achat de maisons familiales existantes pour des grands investisseurs institutionnels. Le logement doit bénéficier aux Canadiennes et aux Canadiens, pas aux sociétés d'investissement. Second announcement, we're taking the next step in lifting the GST on new student residences. As you know, last year we lifted the GST on new apartment construction. That is kickstarting the construction of 300,000 new homes. Today, as we said we would, we are launching a consultation to expand the GST exemption to the construction of student residences. We know that the lack of homes for students is a really important pressure point on housing generally, particularly in some of the Canadian cities where housing is a most urgent issue. The consultation runs from today through to January 20th. And it applies to not-for-profit universities, public colleges, and school authorities. The third thing that I would like to emphasize, c'est l'entrée en vigueur de nouvelles règles en matière de simulation de crise ce jeudi. Ce sont des bonnes nouvelles pour les personnes ayant des prêts hypothécaires. À compte de ce jeudi, plus de Canadiens pourront changer de prêt lors du renouvellement de leurs prêts hypothécaires sans autre simulation de crise. Cela signifie que vous avez des options si vous vous inquiétez de renouvellement à venir. This is an important measure. It was already announced that it would be coming into force. OSFI announced this. These are the so-called straight switches, and it will give people who have a mortgage renewal coming up more flexibility, more opportunity to shop around without passing another stress test. We think that this offers people some really important flexibility. Okay, maintenant, à vous la parole, Monsieur le Ministre.
Merci beaucoup, cher Christian. Hier, en compagnie de mes députés collègues du Québec, nous avons annoncé un investissement additionnel de 92 millions de dollars pour accélérer la construction de logements sociaux et abordables au Québec. Il s'agit d'un ajout à l'entente de 1,8 milliard de dollars que nous avons signé il y a exactement un an avec le gouvernement du Québec. C'est pour la construction de 8000 logements sociaux partout dans la province. Il s'agit du plus grand plan de construction de logements sociaux de l'histoire du gouvernement du Québec. 3000 de ces logements sociaux sont déjà en construction. C'est une mauvaise nouvelle toutefois pour Pierre Poilievre qui veut arrêter la construction de ces logements sociaux et qui en plus dit qu'ils n'existent même pas. Mauvaise nouvelle pour les députés conservateurs que sont Bernard Généreux, Pierre Paulus, Dominique Vien, Richard Martel et Luc Berthold, pour lesquels, dans leur propre circonscription, appuyés par leurs propres organismes partenaires, il y a plus de 300 unités de logement abordables et sociaux qui sont construits précisément par cette entente avec le gouvernement du Québec. C'est évidemment pas comme ça qu'on construit du logement au Québec, because we need cooperation instead of insulting mayors and other partners across Canada. That's not how we build housing and affordable homes, in particular in Canada. And that's why in Budget 2024, our government announced the most ambitious plan in housing in over 40 years. A core feature of our housing plan is a public lands for homes plan, which aims to build more homes more quickly on public lands owned by the Canadian government across our big country. As a first step, we launched in August the Canada Public Land Bank, featuring federal property that have been identified with high potential for housing. And since the launch, we have continuously been adding new and additional properties. Today, we are announcing that 12 additional federal properties have been added to the Federal Land Bank. These new properties include one property in London, Ontario, that could lead to the creation of almost 1,300 new homes, and 3 properties in Calgary, Alberta, that could unlock more than 400 new homes. Comme résoudre la crise du logement demande d'utiliser tous les outils à notre disposition, nous ajoutons aujourd'hui 12 propriétés fédérales additionnelles à la Banque de terrain public du Canada. Parmi ces propriétés, nous retrouvons 2 propriétés à Laval, dont l'ancien pénitencier Saint-Vincent-de-Paul, qui permettront de construire jusqu'à 1600 nouvelles unités de logement. Nous retrouvons aussi 2 nouvelles propriétés au Nouveau-Brunswick qui permettront de construire jusqu'à 50 nouveaux logements abordables pour les familles et les personnes seules. Cela amène le total du nombre de propriétés qui se trouvent dans la banque de terrains fédéraux à 83 propriétés. On retrouve maintenant des propriétés de la banque dans 9 provinces ainsi que dans 2 territoires. The work to build those homes is well underway. The market offering processes for 5 Canada Lands Company properties in Edmonton, Calgary, Toronto, Ottawa, and Montreal have now closed, and evaluations are underway. The momentum is quickly building. 4 additional market offering processes from Canada Lands Company are launching today at sites in Dartmouth, Ottawa, and Calgary. Where appropriate, all of these federal lands will remain public through low-cost leases to reduce construction costs and support the building of more affordable homes. This will help housing providers focus their resources and their investment on building more affordable homes without having to bear the upfront cost of acquiring the land. This kind of incentive will thus speed up the process of building affordable homes. The 83 federal properties now in the land bank allow for the construction of more than 35,000 additional housing units, an additional step towards building 250,000 new housing units by 2031 on federal lands. Thank you. Merci. Thank you. Maintenant, c'est le temps des questions. One question, one follow-up. We have a limited number of time and a lot of people who want to ask questions. So if you can keep the questions and the answers short, we'll get as many in as possible. First question, la première question, Hélène Buzetti.
Oui, bonjour, Madame la ministre. Je vous ai pas entendu annoncer une date de mise à jour économique. Je me suis pas trompée. Ça compte pas pour une question. Aujourd'hui, le gouvernement a déposé des budgets supplémentaires de dépenses, totalisant à peu près une vingtaine de milliards de dollars. On sait qu'il y a un filibuster à la Chambre. Techniquement, ces budgets-là doivent être annoncés, votés d'ici le 10 décembre. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire pour ces dépenses. Il y a, par exemple, de l'argent pour payer les hausses salariales accordées aux fonctionnaires fédéraux. Les fonctionnaires devraient-ils avoir peur que peut-être, après le 10 décembre, une partie de leur rémunération ne leur serait pas versée? Pouvez-vous nous parler de ça? Merci pour la question et je pense que surtout c'est une question que vous devez poser aux conservateurs parce que je pense que votre question démontre à quel niveau ce filibuster est vraiment pas le geste des députés et d'une partie politique responsable. Ce n'est pas une action des députés et d'une partie politique qui vraiment pense aux Canadiens et Canadiennes, qui vraiment ont une position responsable en ce qui concerne le pays, en ce qui concerne la vie des fonctionnaires. Et ce n'est pas normal pour notre pays de jouer ces jeux si partisans dans notre Chambre des communes. Mais donc, j'en comprends que, oui, ça pourrait être menacé, si je vous comprends bien. Juste confirmer ça. Et je voudrais vous entendre, j'ai commencé par parler de la mise à jour économique. Tout le monde dit que c'est par la mise à jour économique, si elle contenait des choses positives pour le NPD, qu'on pourrait peut-être débloquer le filibuster. Alors, j'aimerais vous entendre dans quelle mesure vous vous sentez centrale à ces discussions-là pour faire débloquer. Non, merci pour cette suivi qui me permet de dire, nous, de notre côté, allons faire tout ce possible et tout ce nécessaire pour être responsables. Pour être un gouvernement responsable en ce qui concerne la vie des Canadiens et Canadiennes. Et quand on parle des dépenses du gouvernement, on parle vraiment de la vie, de la quotidienne de monsieur et madame tout le monde. Et pour cette raison, on est en train de discuter avec beaucoup de députés de notre Chambre des communes. Et d'un autre côté, on fera tout ce possible pour livrer la marchandise pour les Canadiens et Canadiennes. On est consciente qu'on est un gouvernement minoritaire, alors on doit avoir des discussions avec des autres partis politiques. Mais je vais finir où j'ai commencé, en vraiment soulignant que à tel niveau, c'est irresponsable de jouer ces jeux parlementaires, de faire ces chicanes pour semaines et semaines et semaines. Notre Chambre des communes, c'est où on doit faire du travail pour les Canadiens et Canadiennes, pas jouer des jeux partisans. Et c'est ce qui se passe maintenant du côté conservateur. Okay, next question, Marika Walsh at Globe and Mail. Hi, Minister Freeland. Do you agree with Premier Doug Ford that Canada should seek a bilateral trade deal with the United States and carve out Mexico? Thank you for the question. Let me just start by pointing out that our trading relationship today with the United States is governed by the new NAFTA. You can call it CUSMA, you can call it the USMCA. This was Donald Trump's trade deal negotiated by him and Bob Lighthizer. Given the re-election of President Trump, the fact that our trading relationship is currently governed by the trade deal negotiated in that administration's first term, is a really important guarantee for Canada and Canadians and for everyone looking to invest in Canada. The second really important guarantee of that relationship is the economic fundamentals. The reason we got to a good place with the new NAFTA is because our economic relationship, Canada's economic relationship with the United States, is a win-win economic relationship. It is balanced,
It is mutually beneficial. It is based on two countries that have comparable wages and labor standards trading together. And since we concluded that deal, the relationship between Canada and the United States has become stronger. In particular, Canada is more aligned today than ever when it comes to with the U.S. when it comes to China. We believe that China's policy of intentional overcapacity is unfair. It is a threat to key Canadian industrial sectors. It is a threat to Canadian jobs, and that's why we've imposed 100% tariffs on Chinese EVs, 25% tariffs on Chinese steel and aluminum. In so doing, we are also perfectly aligned with the United States, and that means we are not a backdoor to Chinese unfair traded goods. However, the same cannot be said of Mexico, and I have heard personally from members of the Biden administration, from people who have been strong supporters of President Trump and who are his advisors, very grave concerns about Mexico serving as a backdoor for China into the North American trading space. I believe those concerns are legitimate, and Canada, as a partner in the NAFTA trading area, shares those concerns. Okay, just to clarify, does that mean you are open to trade talks that don't include Mexico? Because Trump has said, I understand Trump's deal, you've been mentioning that since he won, but he has said he will renegotiate it. So when those talks come up, does Canada have any hard lines on whether it still needs to be all three countries, or are you open to whatever terms Mr. Trump sets? I chose my words really carefully, Marika. The key fact for Canada is the strength of our trading relationship with the United States. It's really important for Canada. It's also really important for the United States. Canada is the largest market for the U.S. in the world. Canada for U.S. exports is more significant than China, Japan, the U.K., and France combined. And the U.S. market is important for us too. So at heart for us is the Canada-U.S. partnership. We have always recognized that, and that continues to be the case today. OK. Prochaine question, Michel Sabat, Presse Canadienne. Bonjour, Madame Freeland. Est-ce que c'est dans les plans d'avoir une entente de libre-échange uniquement entre le Canada et les États-Unis? Une nouvelle question. Merci pour la question. Et c'est vraiment une importante question. Notre position est la suivante. C'est que, premièrement, une chose très importante de souligner pour les Canadiens et Canadiennes et aussi pour les investisseurs canadiens et étrangers, c'est que le garantie fondamentale de nos relations économiques avec les États-Unis, c'est l'accord de libre-échange négocié par Donald Trump lui-même. C'est une bonne chose pour le Canada. En plus, aujourd'hui, le Canada est plus aligné que jamais avec les États-Unis à cause de la position qu'on a prise vers la Chine. C'est une position dictée par les besoins de nos travailleurs et travailleuses. Et concernant la Chine, on a une position en commune avec les États-Unis. Mais j'ai eu des discussions avec les gens dans l'administration du président Biden et aussi dans les gens qui sont proches du président élu Trump concernant le Mexique. Et ils ont soulevé des questions importantes concernant la position de le Mexique vers la Chine. Et je dois dire que le Canada partage ces questions. C'est ça. OK, mais je vais continuer là-dessus. Donc, toujours en matière de libre-échange, quels sont exactement les reproches que le Canada fait au Mexique? Pourriez-vous les énoncer clairement? Je pense que j'ai déjà parlé de ça, mais
Je parlerai de deux choses. Si on a un accord de libre-échange, et aujourd'hui nous avons 3 pays qui ont décidé de créer une zone commune dans laquelle on va travailler ensemble, c'est important d'avoir des règles en commun concernant qui va passer dans notre zone commune. Et c'est pour cette raison que c'était si important pour le Canada de prendre les mesures qu'on a prises contre la Chine. Qu'on comprend que la Chine a une politique domestique qui est ciblée vers notre industrie manufacturière, qui est ciblée contre nos travailleurs et travailleuses. Et c'est une politique intentionnelle, et c'est pour cette raison qu'on a pris des mesures fortes. Quand on parle du Mexique, qui est dans notre zone de libre-échange, le Mexique n'a pas pris les mêmes mesures concernant les investissements directs de la Chine au Mexique et aussi concernant l'échange entre le commerce entre le Mexique et la Chine. Okay. Next question, Mackenzie Gray, Global. J'ajouterai juste une chose, et c'est que j'ai dans les semaines passées, dans les 2-3 semaines passées, j'ai eu plusieurs tables rondes avec les secteurs industriels du Canada et j'ai parlé avec les leaders de nos secteurs industriels et aussi avec les syndicats. Et ces concerns vers le Mexique étaient soulevés par nos leaders de nos compagnies, de nos entreprises ici au Canada. Okay. Mackenzie Gray, Global. Hi, Mr. Freeland. For the last year or so, your party's been down at least 10% of the Conservatives in the polls, and there's going to be an election within a year, roughly. Why do you think the Liberals in your party are in a position to be able to negotiate with the Trump administration, considering the life of your government seems to be, at least to an elections point, coming to an end? Thank you for the question. The fact is, we are Canada's government today. We are Canada's elected government. And Canada today faces an international environment of really significant challenges. Our job as a government is to respond to those challenges, and we are. I will also say, I believe very strongly that when it comes to big international challenges, our country fares the best. We do the best job for Canadians when we take a Team Canada approach. And over the past few weeks, I have been traveling around the country, and I've been doing a lot of roundtables with different industry groups. I've met with the oil and gas sector. I've met with the steel sector. I'm meeting with the aluminum sector this afternoon. I've met with the banking sector. I've met with AI leaders. I've met with technology leaders. I met with the nuclear sector. And all of that has been to help our government understand what are the concerns and what are the opportunities that different leaders across the country see for Canada today. One thing that I've emphasized in all of those conversations is we need to take a Team Canada approach. This is a serious time for our country. I really believe that when it comes to the Canada-US relationship, Canada has a lot of strength that we bring to that relationship. We have a lot of leverage that we bring to that relationship, and the fundamentals are very positive. But I don't want to, and I think that there are a lot of real opportunities for us to do great things together in areas like critical minerals and metals, where we've been doing a lot already. In areas like energy security, including nuclear, where we've been doing a lot together. In areas like the Arctic, where we have a shared security challenge that we work on currently together through NORAD. So there's a lot of opportunity, but I don't want to minimize
for you or for Canadians the challenge that we face. And when it comes to a big national challenge, the approach I am always going to take is to say, let's play together for Team Canada. And that's what I've been saying across the country. And I have to say, I, have been really comforted by the approach that I've heard from the Canadians who I have met. I can't say that everyone at every roundtable I've held is going to vote Liberal in the next election, but I can tell you everyone at every roundtable that I have held is totally signed up for putting on the Canadian jersey and getting on the ice and playing for Team Canada in this relationship. And I'm proud of them. If I may add briefly,